à tous, c'est la quotidienne qui démarre. Merci à vous de nous rejoindre. Au sommaire de l'émission, nous parlerons poterie avec Duke dans sa chronique C'est bien de chez nous. Puis Marie-Hélène nous emmènera à Coné où elle nous présentera le dispositif Ulysse, un dispositif mis en place pour les élèves en situation de handicap. Elle nous en dira plus dans Job et Éducation. Ensuite, nous rejoindrons Falaï qui nous présentera la recette du jour, les brochettes de poulet. Et pour finir, Anna nous parlera du FSH, ce bailleur social qui accompagne les Calédoniens depuis maintenant plus de 50 ans dans l'accès au logement. Elle nous en dira plus dans On s'occupe de vous. Mais pour l'heure, rejoignons notre invité du jour. Et je reçois aujourd'hui Warren Naroué, qui est donc le porte-parole du collectif Maintenant c'est nous. Bonjour Warren. Bonjour Chloé. Alors, première question, le collectif Maintenant c'est nous, qu'est-ce que c'est, depuis quand ça existe ? En fait, c'est un collectif de jeunes, on va dire de toute ethnie confondue. Et le point de départ en fait, du collectif, en fait, c'était l'année dernière, en 2014. Et c'est parti d'un événement en fait, à la maison de quartier de la Rivière-Salée. Ouais. Donc il y avait 3 animateurs de la maison de quartier de Rivière-Salée qui ont été licenciés. Et en fait, on a mis à la place une personne qui arrivait en fait, de métropole, qui était infirmière diplômée, mais qu'on mettait en fait responsable de la base de données de la Rivière-Salée. À partir de là, les jeunes ont voulu brûler la maison de quartier. D'accord. Et ils sont venus te voir du coup ? Voilà, ils sont venus me voir, on a discuté. Donc à partir de là, j'ai essayé de leur faire comprendre que c'était pas bien de brûler la maison de quartier, parce qu'après on va les traiter de délinquants. Alors comment en fait interpeller nos élus ? Comment on va dire les faire venir sur le terrain et leur montrer notre mécontentement. Donc on a pensé en fait à faire un coup, une action silencieuse, et on est parti bloquer juste avant les élections de 2014. Oui. On est parti en fait interrompre une séance à l'hémicycle du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Comme on sait que c'est un organe, on va dire décisionnel et très important, oui. On est parti les interpeller directement pendant une séance. On a demandé à parler parce qu'on était fatigué de parler en fait à leurs représentants. Les intermédiaires. Voilà, les intermédiaires, parce qu'ils viennent nous parler, mais finalement l'information ne remonte pas directement à nos élus. Oui. Donc on s'est dit, on va aller directement les voir à leur lieu de travail, oui. Et on va leur dire directement qu'on n'est pas content. D'accord. Donc c'est parti à partir de là. Ensuite, on a fait notre coup médiatique, on a été reçu par plusieurs politiques. Bon, entre-temps, il y a eu les élections. On est resté, on va dire, on continue à dialoguer entre nous. Et cette année 2015, par rapport à ce qui s'est passé, les violences, beaucoup de choses sont passées. Donc c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Oui. À ce moment-là, on m'a appelé lundi midi, et on a organisé une action devant le gouvernement le mercredi même. Donc ça, c'était au début du mois d'avril. C'était au début du mois d'avril, donc c'était des mouvements spontanés. Et ça vient de la jeunesse, c'est des mouvements spontanés, donc il faut quand même essayer de cadrer, on va dire, ces violences qu'il y a en nous, pour éviter qu'il y ait des foyers de violence. Justement, par rapport à ces actions-là, on essaie d'être des soupapes pour évacuer la pression. Donc mercredi, on est parti devant le gouvernement. Donc pour les téléspectateurs, je vais leur dire qu'on est un mouvement apolitique. Voilà, c'est ce que j'allais te dire, parce que c'est quoi? C'est un collectif, mais c'est quoi? C'est une association, un parti politique? Voilà, c'est une association. Nous, on ne fait pas partie, on n'est pas, on va dire, partie prenante d'un parti politique. Okay. Justement, on essaie de sortir en fait on va dire, de ces cloisons-là. Oui. Nous, on n'est ni anti-indépendantiste, ni indépendantiste. On est plutôt dans une façon de penser qui est pour le pays. Comment peut-on faire les actions, les résolutions de conflits, les résolutions de problèmes pour le pays et les jeunes qui habitent là, comme pour les adultes aussi, parce qu'aujourd'hui, nous, on fait un mouvement pour la jeunesse, mais on pense aussi aux acteurs incontournables qui est l'école, qui sont aussi les parents et voilà, nos acteurs politiques. Aujourd'hui, on a pointé le haut de la pyramide pour essayer de toucher tout le monde, parce qu'il ne faut pas sous-estimer la puissance des pouvoirs publics. Donc, ils peuvent nous aider. Donc, je cite aussi la notion de temporalité. Ils peuvent accélérer les choses comme ils peuvent les ralentir. Mais aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup d'ingrédients qui font que ça peut exploser. C'est comme une cocotte minute, si on pose le couvercle dessus, ça peut exploser. Donc on essaie d'être cette soupape-là. D'accord, très bien. Donc ce message est transmis à travers des actions. Donc tu en parlais, le 1er avril, il y a eu un sitting, en fait, une manifestation devant le gouvernement. Qu'est-ce qui en a découlé? C'est-à-dire vous avez été reçu par des gens du gouvernement? Par qui exactement? Oui, on a été reçu par 2 personnes qui sont à l'heure actuelle, actuellement on va dire. Membres du gouvernement, pour éviter le pléonasme.
actuellement Madame Eurisouké qui est chargée de la jeunesse et des sports, et Monsieur Léopold qui est chargé du portefeuille de l'enseignement. De l'éducation et l'enseignement. Ouais. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Ils nous ont reçus et par rapport à ça, ils nous ont expliqué leur politique participative. Nous, on leur a dit que leur politique participative, aujourd'hui, c'est un échec. Eux-mêmes étaient aussi contents qu'on ait fait ce mouvement-là. Oui. Et ils nous ont dit que c'était légitime de faire ce mouvement. Donc là, aujourd'hui, ils nous ont demandé de prendre contact avec eux. Donc ils nous ont informés sur des dates pour la jeunesse calédonienne au sein de l'ONU, le 12 août. Donc nous, on n'était pas au courant. Ils nous ont dit quelques dates, mais on n'était pas au courant. Donc l'information n'est pas passée. Elle n'est pas passée. À travers tous les intermédiaires et, on va dire, les acteurs. Donc c'était, je leur ai dit, déjà là, il y a un problème. Ok, donc il y a eu une prise de contact déjà. Une prise de contact. Et ils nous ont dit qu'ils essayent de comprendre et de s'adapter justement à la jeunesse actuelle. D'accord. Donc nous, en fait, on est là aussi pour, on va dire, être acteur aussi. Être acteur, voilà, justement, parce qu'on nous pointe souvent du doigt. Donc aujourd'hui, on veut mettre notre pierre à l'édifice et dire qu'on est acteur et citoyen de ce pays et qu'on veut justement résoudre les problèmes qu'il y a. Parce que c'est un problème, on va dire, dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, on remet toujours en cause le système, mais c'est pour mieux l'adapter et pour qu'on soit, on va dire, plus actif, mieux en fait. Prendre parti, voilà, en plus de participer, vous fassiez aussi partie des décisions. Voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est la suite? Qu'est-ce qui est prévu avec le collectif? La suite, c'est que par rapport à tout ce qu'on a pu faire, on a pris aussi conscience qu'il n'y a plus d'espace de dialogue pour toutes les identités qui composent ce pays. Donc voilà, je peux citer par exemple, aujourd'hui, on est un peu comme dans un immeuble. Chacun est dans son appartement. Mais il faut éviter d'éviter de casser les espaces publics comme l'ascenseur ou les escaliers. Donc voilà, dans l'immeuble, après chaque voisin va dire oui, c'est de la faute de l'autre. Donc c'est dans l'anonymat qu'on va accuser des gens. Non, aujourd'hui, je pense qu'il faut réunir tout le monde de chaque appartement et faire une grosse réunion pour qu'on puisse débattre et aussi ensemble résoudre le problème et ensuite le remonter. Oui. Et aujourd'hui, je pense que chacun a besoin aussi de parler par rapport à ce qu'il ressent, ces mots MAUX, et dire aussi ces mots MOTS, parce qu'au pays du non-dit, il faut qu'il y ait des dits maintenant. Donc, on veut amener à ce processus-là, parce que même pour les jeunes, par exemple, l'année dernière, ils ont créé l'espace pour les jeunes en ville, au centre-ville. Oui. Ils l'ont fermé à l'heure actuelle. Oui. Donc là, ils voulaient aussi fermer le Rex, mais aujourd'hui, où est-ce qu'on va s'exprimer après? Comme je le disais, on représente plus de la moitié de la population et il y a une grosse partie qui ont moins de 35 ans. Ça sent la jeunesse à plein nez ici en Nouvelle-Calédonie. Et aujourd'hui, on ne veut pas qu'on retourne il y a 25 ans dans le sang. Tout à fait. Parce qu'on est dans un petit paradis et il faut qu'on préserve ça. Je veux dire, aux yeux du monde, on est une exception. Mais qui confirme la règle. Alors justement, quels sont les prochains rendez-vous? Est-ce qu'il y a un rassemblement qui est prévu, une autre manifestation prochainement? Oui, donc là j'invite tous les spectateurs de NCTV. Justement, on aura un rendez-vous le 29 avril, le mercredi 29 avril, à partir de 17h à la place des Cocotiers. Donc on veut organiser un débat voilà, pour rendre, on va dire, un vrai sens politique, la politique au peuple. Et une politique citoyenne. Voilà, une politique citoyenne pour qu'on puisse débattre tous ensemble à la place des Cocotiers. Donc ce sera l'Agora. Donc on pourra dire, on va organiser un débat, on mettra les thèmes et il faudra suivre justement le mouvement Maintenant c'est nous, qui a une page Facebook. Alors voilà, justement, moi je vous regarde, par exemple, je me mets à la place des téléspectateurs, je suis intéressée par ce que tu me dis, j'aimerais bien y participer. Comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? Donc, on a un numéro de téléphone, le 95 78 08. D'accord. Je pense qu'il s'affiche là. Tout à fait. Et on a notre page Facebook, Maintenant c'est nous. Donc, si vous voulez venir liker notre page, comme on dit, voilà, pour suivre un petit peu suivre l'actualité. Donc là, on va organiser un débat public. Et ensuite, je pense à l'avenir, on organisera aussi des débats en tribu, dans des associations. Donc, on a beaucoup de sympathisants qui se rapprochent de nous. Oui. Donc, le débat est ouvert, que ce soit au niveau culturel, écologique et politique. On est ouvert à tout le monde, de tout âge, parce que chacun est acteur et non spectateur. Il faut être acteur de son pays. Et aujourd'hui, voilà, un pays comme la Nouvelle-Calédonie, c'est un paradis. Et il faut partager et il faut communiquer et dialoguer entre nous pour qu'on puisse créer une unité nationale. Et c'est très important.
parce que ce n'est pas demain qu'on fera les choses, c'est maintenant. C'est maintenant. Maintenant, c'est nous. Maintenant, c'est nous. Merci beaucoup, Warren. Merci, Chloé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Oleti. Et nous, on passe à l'agenda du pays, c'est tout de suite. Bonjour Falaï. Bonjour Chloé, salut à tous. Pour commencer cet agenda, nous allons brièvement rappeler deux rendez-vous en province nord. Demain, vendredi 24 avril, aura lieu le marché d'échange et de partage dans la commune de Poum. De même à Touault, où aura lieu le marché aux puces pour dégoter de petites merveilles. D'accord, et nous restons dans la province nord avec une info à l'attention des habitants de Poya et Népouy. Oui, alors les ramassages de déchets et l'entretien des espaces verts se feront la semaine prochaine. Alors pour Népouy, le ramassage se fera le lundi 27 et mardi 28 avril. Pour Poya, ce sera le mercredi 29. Très bien. Et maintenant, on parle emploi ou plutôt recherche d'emploi du côté de Nouméa. Oui, comme tu le sais, Chloé, tous les ans a lieu le Forum de l'emploi des Nouvelles-Calédoniennes. Cette année, c'est la 4e édition. Donc à partir de demain, et ce pendant 2 jours, les Calédoniens à la recherche d'un emploi pourront rencontrer les entreprises et les institutions du territoire à la Maison des Artisans. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 2 jours? Oui, alors sur place, il y aura une vingtaine de recruteurs, quelques espaces de dialogue, on pourra s'informer ou juste demander conseil sur les métiers et les formations proposées. D'accord, c'est donc demain, vendredi 24, de 9h à 18h, et puis samedi 25 également, de 9h à 17h. Ça se passe donc à la Maison des Artisans à Nouville. Et pour la suite, 3 infos culturelles. Oui, la première, c'est un spectacle que propose le Théâtre de Lille. Le spectacle s'intitule Le Cercle des Illusionnistes. C'est une fascinante remontée dans le temps de Jean-Eugène Robert Houdin, un magicien du 19e siècle, et Georges Méliès, le grand inventeur du trucage au cinéma. C'est donc demain, vendredi 24 et samedi 25 à 20h. Par contre, pour dimanche, c'est à 18h et c'est au Théâtre de Lille. D'accord, c'est noté. Et on passe à la deuxième info culturelle avec un spectacle de marionnettes. Oui, spectacle qui se jouera au Centre culturel du Mont d'Or. Le spectacle s'intitule Les secrets de Garam. L'histoire se passe en fait à notre époque entre 3 personnages fantastiques qui vont en fait tisser une relation étonnante où se mêlent magie, situation tragique et comique. Et c'est écrit et mis en scène par Christine Rigaud et Philippe Touirac. D'accord, très bien. Donc en ce qui concerne les dates, c'est donc demain, vendredi 24 avril à 18h, et puis samedi 25 avril à 15h et à 18h au Centre culturel du Mont d'Or. Le spectacle dure environ 1 heure, et donc c'est un spectacle pour les petits et grands à partir de 6 ans. Et puis on finit avec un petit rappel concernant une exposition à Nouméa. Oui, pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir cette exposition dédiée aux femmes. Alors l'expo s'intitule Femmes au cœur du conflit Nouvelle-Calédonie 1939-1945. Donc voilà, 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et le premier vote des Françaises. Le musée de la Seconde Guerre mondiale a souhaité mettre en lumière le rôle de ces femmes qui ont vécu le conflit mondial et en fait le rendre hommage. C'est donc au musée de la Seconde Guerre mondiale. L'expo s'y tiendra jusqu'au 8 août. Et voilà, tout est dit pour moi. Très bien, jusqu'au 8 août. Merci beaucoup Falaï, on se dit à demain. D'accord, au plaisir et merci à tous. Quant à nous, on rejoint Duke, c'est bien de chez nous, c'est tout de suite. Bonjour Duke, alors aujourd'hui on va parler de poterie. Bonjour Chloé, bonjour à vous à la maison. Alors Chloé, au départ, la poterie c'est donc l'art de créer des objets à usage domestique et culinaire à base de grès, d'argile ou de terre cuite au four. On parle d'objets utilitaires, mais depuis de nombreuses années, le potier ou la potière crée des œuvres à des fins purement artistiques aussi ou décoratives. Un exemple tout simple, c'est les nattes de jardin qu'on a, dans nos jardins. Et puis, alors, la plus vieille poterie aurait été retrouvée dans une grotte en Chine en 2011. Et cette poterie aurait à peu près, environ 20 000 ans selon le site Futura Science. Et puis,
les archéologues de l'université d'Harvard qui avaient découvert ça. D'accord, alors la poterie c'est donc un art très ancien comme tu viens de le dire, qui a évolué depuis des millénaires et donc à travers le monde et puis ici aussi chez nous en Calédonie, il y a des archéologues qui ont mis à jour une tradition liée à la poterie. C'est vrai Chloé, alors tu fais bien sûr référence au lapita. Alors, le lapita, quand on parle du lapita, on pense tout de suite à ces poteries là, que certains archéologues ont rattaché aux migrations d'un groupe de personnes, enfin un peuple qu'ils ont regroupé plutôt sous le nom d'Austronésiens. En tout cas, ces personnes étaient des personnes de passage, des voyageurs qui séjournaient le plus au bord de mer. C'est sur les côtes, au bord des plages qu'on a retrouvé le plus de poteries. Et donc on aurait retrouvé des poteries lapita datant d'il y a plus de 2000 voire 2500 ans dans les îles de Tonga, Wallis, Fidji, l'archipel des Bismarck aussi en Papouasie. Et puis aussi au pays, on a aussi des sites bien connus comme le site de Fouet à Koné. Mais apparemment, les lapitas qu'on aurait retrouvés sur le site de Fouet, là, ils seraient beaucoup moins âgés. On parle de 1000 à 1500 ans. D'accord. Alors malgré cette histoire, dans la culture du peuple autochtone de notre pays, ici chez nous, rien ne semble être resté de cette culture lapita justement. C'est vrai. Alors Chloé, les archéologues et puis les professionnels de l'histoire avancent différentes théories par rapport à ça. Et il semblerait que le peuple qui a amené un petit peu ce savoir-faire, il serait parti sans avoir eu le temps d'ancrer cette tradition poterie lapita, de transmettre à nos vieux, quoi. Et puis, mais ce que je voulais dire, Chloé, c'est qu'au centre Chibaou, on a plusieurs documents papier, documents vidéo, qui rassemblent un petit peu, ou plutôt qui reprennent le témoignage d'un vieux des Hautes-Vallées de Yingen. Alors ce vieux-là, c'est pas qu'il a rêvé, mais sa démarche, elle ressemble un petit peu à la démarche des vieux, tu sais, les vieux qui fabriquent les monnaies Kanak. C'est un soir, ils choisissent pas de se lancer dans cette activité-là. En fait, c'est des rêves, c'est des messages. Voilà, c'est ça, ça vient. Et ce vieux-là, il a retrouvé de très anciennes poteries sur le flanc d'une montagne chez lui. Et puis, il a décidé du jour au lendemain d'écraser ces poteries pour étudier un petit peu la composition de la matière qui a été utilisée. Et puis après, du jour au lendemain, il s'est donc mis à fabriquer des poteries, il s'est mis à s'améliorer et tout ça. D'accord. Et puis voilà, tout ça pour dire que le vieux lui-même, il dit que nos vieux avaient cette tradition-là de fabriquer un petit peu des poteries, mais c'est vrai que ça s'est perdu. Mais le vieux de Yingen nous rappelle que ça s'est perdu, mais pour lui, en tout cas, il disait que c'était très facile de retrouver les techniques utilisées par nos vieux. Il a eu la curiosité d'aller voir ça. comment était composée la poterie pour essayer justement de reproduire. Et c'est ce qu'il a fait. Alors aujourd'hui, Chloé, des artistes avec des techniques, qui utilisent plutôt des techniques plus ou moins modernes, continuent à développer un peu cet art ancestral, cet art universel. Et puis c'est le cas de Céline et Nicole qu'on a rencontrés sur Païta et sur Faubourg. Céline et Nicole sont deux passionnés, deux artistes de la poterie, deux potières. Et puis voilà, elles ont eu la gentillesse de nous accueillir dans leurs ateliers. On les a suivis aussi dans leur quête de la matière première, la terre un peu du pays. Alors Chloé, ça a donné ce petit reportage que je vous propose à vous à la maison, qu'on regarde tout de suite ensemble. Bonjour, nous sommes dans la zone des contreforts du mont Zoumak. Et comme ma terre est très argileuse, je l'utilise pour faire les poteries. J'ai la chance d'avoir des veines rouges. Voilà. Donc dans un premier temps, je collecte. Je vérifie que j'ai pas trop de racines. Contrairement à cet endroit-ci où on peut remarquer des petits cailloux blancs, la terre est moins pure, elle est beaucoup plus schisteuse. Toute la zone est argileuse. Mais celle qui est vraiment de meilleure qualité, c'est celle qui se trouve sur les terres de la briqueterie, des terres qui ont été réattribuées au clan Oumou. Alors l'étape suivante consiste à humidifier l'argile que j'ai récupérée et un petit peu l'émietter pour me débarrasser
des impuretés. Là maintenant, je vais tamiser parce que vous voyez que les impuretés ont déjà commencé à remonter. Et c'est une opération que je vais faire plusieurs fois tant que j'ai des impuretés. Donc là, je vais vous montrer le résultat de plusieurs mois de travail, de tamisage pour enlever toutes les impuretés végétales. Et à ce stade-là, la terre est déjà utilisable dans une technique qu'on appelle la barbotine. Donc je vais mettre ma terre qui est devenue très très fine, mais très boueuse, dans un moule en plâtre pour la laisser sécher. Donc là, j'arrive avec un échantillon de terre qui a été tamisé, préparé pendant plusieurs mois, 5-6 mois. Et là, il est important que je la conditionne dans du plâtre ou dans du bois brut pour qu'à la fois l'eau s'évapore et soit absorbée par le bois et le plâtre. Donc là, je vais utiliser un peu de ma terre. Le moule de base est toujours le même, mais l'objet terminé dépend de ce dont j'ai besoin ou de l'inspiration du moment. Donc pour obtenir une forme un petit peu plus homogène, je vais utiliser une tournette que je vais chercher. Ça, c'est les mains qui défaillent. Là, j'ai une base. Et puis, lorsque j'aurai arrêté mon idée et que j'estimerai que mon objet sera définitif, je vais le laisser sécher. Et puis cette terre est beaucoup plus facile à utiliser si elle est polie, ce qui hermétise les molécules de la glaise et donc permet une utilisation avec de l'eau. Donc là, je vais sortir le début de l'objet, le placer sur la tournette, rectifier, lui donner une forme qui me convient. Et lorsque la forme sera définitive, je vais laisser sécher 2 ou 3 jours avant de polir. J'égalise le sommet de la poterie. Donc là, j'ai une poterie à consistance cuir. Les anciens utilisaient de jolis galets ronds. Moi, j'utilise une cuillère banale. Et vous voyez la différence de consistance entre le polissage et l'intérieur de la poterie. Du fait de la situation, on va dire d'éloignement, parce que ce sont quand même les contreforts du Zumak, je ne bénéficie pas d'un système adéquat pour avoir un four électrique. Donc je confie mes poteries réalisées et sèches à la cuisson chez une amie potière qui a son four à Nouméa. La cuisson dure 30 heures. Il y a 10 heures de montée en température pour atteindre les 1060 degrés parce que c'est de la céramique et ce n'est pas du grès. Hein. Les gens qui travaillent le grès souvent travaillent avec des fours à gaz et je crois que la cuisson est à 1280. Il faudrait vérifier avec eux. Donc nous, on est sur de la céramique.
Donc voilà, là il y a eu une première cuisson d'objets. Là on peut retrouver le pot de Nicole. Voilà, lancer de terre plus ou moins au milieu. Après, on la centre un petit peu. Et puis on va commencer à centrer et à monter la terre. C'est la préparer. Donc pour tourner, on a toujours les mains mouillées. Parce que sinon, la terre ne tournerait pas dans les mains. Elle resterait accrochée, collée. Donc là, je vais centrer. Et commencer à monter un petit peu la terre. Ça permet de la compacter. De la rendre homogène. La difficulté finalement, quand on tourne, en particulier quand on débute, c'est vraiment le centrage. Ça demande un petit peu de technique, un petit peu de force. Et des fois, on est obligé de combler le manque de force par un petit peu plus de technique. Là, on va pouvoir commencer à travailler l'objet à partir de cette phase-là. Donc avec le tour, il est possible de faire une multitude d'objets. Donc ça peut aller du plat à tarte, au bol, au tagine, au vase. J'ai même fait un pot énorme à choucroute il y a peu de temps. Donc tout est possible autour, mais c'est rond, toujours rond. Donc aujourd'hui, pour la démonstration, on va faire un objet un petit peu haut, je sais pas, un petit vase ou un petit pichet, quelque chose comme ça. Donc là, je marque le centre avec mes 2 pouces, qui va me permettre ensuite de faire un petit trou. Alors, on vérifie qu'il reste suffisamment de terre dans le fond sur la girelle pour qu'il y ait un fond au pot. Voilà, donc là c'est bon, hein. En général on laisse 0,5. Là j'élargis un petit peu ma pièce. Je vais pouvoir y mettre mes 2 mains. Voilà. Donc là je vais essayer de vous faire un objet de cette largeur. Et puis on va essayer de le monter un petit peu. Cette position-là des doigts, qui n'est pas vraiment naturelle, c'est avec ça qu'on monte les parois des objets. Toujours beaucoup d'eau pour que ça glisse. Voilà, donc là je pousse vraiment qu'avec mon doigt extérieur et le doigt intérieur maintient la pression de manière à ce que la terre soit dirigée vers le haut et qu'on puisse réaliser un objet un petit peu haut. Donc là, avec un petit fil de nylon, on va couper le bord. Quand on monte la terre, le bord est jamais bien régulier, donc on le coupe de manière à avoir un petit bord droit et propre. Il n'est pas très content, il tournicote un peu. Quand ça vient d'être tourné, c'est assez mou et fragile. Donc l'étape suivante, en fait, c'est de retirer la pièce de la girelle,
de la laisser sécher, je dirais 2 jours ici à Nouméa avec la chaleur et la sécheresse. Et l'objet obtient ce qu'on appelle la consistance du cuir. Nous revoilà avec notre petite poterie qui est un petit peu séchée. Donc on a atteint une consistance qu'on appelle consistance du cuir. On va pouvoir continuer à la travailler. On a des tournassins et ça sert à tournasser, c'est-à-dire à parfaire la pièce. Donc en général on tournasse le dessous, un petit peu là, jamais ni le haut des vases ni quoi que ce soit. Tous les bords en fait sont faits au tournage. Le tournassage c'est vraiment voilà, la partie base de l'objet. À l'oreille, voilà. Quand on tape dessus, comme ça fait une petite résonance et on sait si les parois sont suffisamment épaisses ou fines. Maintenant ce petit pichet il lui manque une anse, donc on va aller lui installer la anse tirée qu'on a préparée. Donc on va couper, voilà. Alors, ça ira. Donc voilà. Donc là, je sais où est-ce que je vais la mettre. Maintenant, pour associer 2 morceaux de terre, donc une anse à un pichet ou à une tasse ou peu importe, on fait des petits sris comme ça, des petites croix dans la terre. Voilà. Et les petits sillons, voilà, ils sont bien remplis par la barbotine. La barbotine, ça sert à coller. Voilà, c'est la colle pour les objets en terre. Donc là, c'est pareil, je refais mes petits sillons sur ma anse. Et je vais venir fixer la anse. Et voilà, le petit pichet. Je vais mettre comme ça pour le séchage, pour qu'elle soit bien orientée. Voilà, donc encore une autre façon d'exploiter le sol du pays et puis surtout de mettre en avant, de mettre en valeur les différents types de terres qu'on peut trouver en Océanie. C'est ça, Chloé. Et puis pour ceux et celles qui sont intéressés par cet art que la poterie, ils peuvent se rapprocher de la maison des artisans là, sur Nouville et puis aussi du doc socioculturel de Païta. D'ailleurs, Céline et Nicole proposent des ateliers sur Païta. Autrement, pour les passionnés d'histoire ou ceux qui sont intéressés par le Lapita, on a aussi le musée du pays qui expose encore de nombreuses anciennes poteries. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Duke, pour toutes ces informations. On espère qu'elles ont intéressé tout le monde et puis on te retrouve bientôt. Merci Chloé, merci encore à vous à la maison. Et nous, on rejoint Marie-Hélène, Job et Éducation, c'est tout de suite. Bonjour Marie-Hélène, alors aujourd'hui on s'intéresse à des jeunes en situation de handicap qui ont la chance d'être au collège. Alors dis-nous, qu'est-ce qu'ils apprennent, qu'est-ce qu'ils découvrent au collège, au secondaire? Alors bonjour Chloé et bonjour à vous fidèles téléspectateurs. Alors c'est vrai Chloé, tu as raison de dire qu'ils ont de la chance, ces enfants qui sont donc en situation de handicap, puisque grâce donc au dispositif de scolarisation donc adapté dans les ULIS, parce qu'on va s'intéresser donc au secondaire comme tu l'as si bien dit, et voilà, ils ont donc la chance de découvrir un petit peu l'environnement scolaire. Alors on va juste préciser pour nos chers téléspectateurs ce que signifie donc le sigle ULIS. Il s'agit donc d'unités localisées donc pour l'inclusion scolaire. Alors, il faut savoir que ces adolescents, ils vont donc pouvoir également, en plus de la découverte de l'environnement scolaire, de découvrir ce qu'on fait donc à l'école et ce qu'on y apprend, Chloé. Et en plus, ce dispositif leur permet aussi de faire de nouvelles rencontres et de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir des contacts, des échanges avec de nouvelles personnes. Exactement, parce que grâce donc à ce fameux dispositif ULIS, les enfants qui sont donc dans cette
cette situation, hein, eh bien, ils vont vivre l'expérience de l'ouverture hein, à l'autre, du respect donc des différences, et puis de la coopération et de la solidarité. Donc ça, c'est très intéressant pour tout ce qui est développement donc social. Ensuite, ceux qui ont donc la capacité à suivre donc des cours hein, dans une classe dite ordinaire. Hein. Il s'agit donc des classes donc dans lesquelles on retrouve, si tu veux, des jeunes qui n'ont aucun handicap, hein, qui sont donc qui ont toutes leurs capacités. Eh ben, ils vont pouvoir, en intégrant, si tu veux, ces petites classes, découvrir justement un autre rythme d'apprentissage et avoir accès à d'autres apprentissages en tout cas. Et puis cela va bien évidemment leur permettre de s'enrichir et puis de s'épanouir socialement. Bien sûr. Et alors, est-ce que les situations vécues dans leur classe Ulysse donnent naissance justement à des projets ? Alors merci justement Chloé d'en parler parce que c'est le cœur en fait un petit peu de ce dispositif-là. Il s'agit donc de mettre en œuvre, si tu veux, des projets donc personnalisés hein, de scolarisation que l'on connaît donc sous le sigle PPS. Alors l'enseignant, si tu veux, qui est spécialisé hein, en charge donc du dispositif, eh ben, il organise justement tout le travail avec ses élèves pour que l'objectif soit atteint et que eh ben, la réalisation de ces fameux projets personnalisés eh ben, voit le jour. Hein. D'accord. Alors, est-ce que tous les enfants qui sont en situation de handicap peuvent être scolarisés en Ulysse? Alors, tout d'abord, il faut effectivement que l'enfant soit reconnu comme étant donc handicapé. Ce taux-là doit être au minimum de 50%. Donc pour faire reconnaître, si tu veux, le fameux taux de handicap, il faut donc s'adresser, monter son dossier et s'adresser donc à une commission que l'on connaît donc sous le nom de CEJH, la commission pour les enfants donc et les jeunes handicapés. Ensuite, une fois que cette reconnaissance-là est donc actée, il faut donc bien évidemment que l'on reconnaisse que l'enfant est capable, si tu veux, de suivre, hein, en tout cas d'évoluer en milieu scolaire, hein, donc il faut qu'il soit capable d'assumer donc les exigences de comportement hein, qu'implique la vie collective au collège, et puis il faut aussi qu'il soit capable de suivre les enseignements scolaires. Et ensuite, à partir de là, on peut penser et réfléchir donc à un projet personnalisé donc de scolarisation. Alors justement, je serais curieuse de savoir quel type de projet on peut mener justement avec ces ados. Écoute, tu vas être ravie Chloé, parce que figure-toi que nous allons, grâce à Aurélie Chiron, donc rencontrer des élèves qui sont donc en Ulysse, hein, du côté du collège de Connay. Alors, ils ont donc ces enfants-là participé donc à un projet, hein, c'est celui de la réalisation en fait d'un organigramme du collège, afin justement que chacun connaisse un petit peu mieux les personnes qui y travaillent. Donc on regarde tout de suite son reportage Rencontre. You were a child crawling on your knees toward him. Make mom so proud. C'est un dispositif Ulysse. Alors un dispositif, ça veut dire que ce n'est pas une classe. Les enfants du dispositif sont normalement inclus dans des classes ordinaires. D'ailleurs, ils sont inscrits dans des classes dites ordinaires. Moi, je suis ici pour essayer de renforcer leurs compétences en mathématiques et en français. Donc savoir lire, savoir écrire, savoir compter, mais surtout, ces enfants, un jour, ils vont se retrouver dans la vie active. Donc surtout, c'est développer l'autonomie. Alors le projet, c'est de réaliser un organigramme pour justement, après, par la suite, être inclus et savoir qui est qui. Donc l'organigramme, c'est réaliser vraiment... Enfin, pour eux, c'est de connaître les différentes personnes du collège, parce que plus tard, ils seront amenés à se déplacer. Et donc, s'ils voient, par exemple, Madame la principale, ils savent à qui ils ont affaire et ce genre de choses-là. Vraiment pour qu'ils apprennent à connaître les personnes du collège. Alors là, on fait le tour du collège et on cherche des renseignements sur les différentes personnes qui travaillent au collège pour pouvoir réaliser notre organigramme. Où est-ce qu'elle est notre intervieweuse? Allez, viens ma belle. Allez Laurie. On a 2-3 questions à vous poser. Ils aiment bien parce qu'on se déplace dans le collège.
On se déplace, on a l'appareil à photo avec notre photographe, on a notre secrétaire qui écrit tout, on a l'intervieweur, donc on a mis en place des métiers. Comme ça, ben, c'est ma mise en situation en fait, c'est la motivation. Donc ils sont contents de toucher l'appareil à photo, tout ça. Donc je les trouve assez réceptifs. Donc ça permet de mettre aussi du sens derrière tous les apprentissages, notamment en langage, en motricité fine et tout ça. Alors au niveau de la classe, on a différents niveaux de compétences. Donc il y a certains enfants qui savent déjà lire, qui savent déjà écrire. Moi je renforce en fait ces capacités. Eux étaient chargés de réaliser l'organigramme. Ensuite, on avait un deuxième groupe où on devait travailler la mémoire parce qu'ils n'arrivaient pas à retenir en fait les personnes. Donc, au travers du jeu du memory, là, ils devaient retrouver, me dire, me nommer et de rechercher la personne qui correspondait. Comment elle s'appelle, elle? C'est Madame. C'est Madame. Madame qui? Madame Mélanie. Ensuite, on a Amélia qui a un niveau beaucoup plus faible, donc niveau moyenne section à peu près. Donc où là, elle devait découper, coller, replacer. Donc en fait, c'est des groupes de niveaux que j'ai essayé d'harmoniser, mais vraiment, il y a 7 élèves dans cette classe, il y a 7 niveaux différents. C'est vraiment du travail personnalisé, d'où le dispositif, quoi. Donc c'est du travail de différenciation. Donc ils peuvent travailler la mémoire, la motricité fine avec le puzzle. Donc là, vraiment, il faut... Bon, là, moi, je les ai découpés, mais découper, coller, bien replacer, en fait. La mémoire avec le jeu du memory. Et le groupe de Brandon et d'Isaac, eux, devaient réaliser l'organigramme, en fait. Hiérarchiser les personnes. Et surtout, c'est le langage. Donc voilà, il faut qu'ils arrivent à me nommer et à bien prononcer le prénom des personnes. J'ai appris à connaître les personnes du collège. Avec Madame Brenda, on a appris les rôles des personnes du collège, de placer leur rôle par c'est qui le chef. Par exemple, le chef, il est en haut et les sous-chefs, ils sont en bas, les adjoints et ainsi de suite. Alors, l'objectif final serait d'afficher notre organigramme au CDI. Comme ça, les autres vont voir qu'en Ulysse, on ne fait pas que du coloriage, par exemple. Donc, on affiche ça au CDI et ça peut permettre aux élèves de 6e du collège qui ne savent pas encore qui est qui, de se repérer. Parce que tous les élèves passent par le CDI. Donc, c'est un endroit où on pourrait afficher notre organigramme. Ce qui me plaît, pour moi, ça va être lorsqu'ils vont réaliser la vraie phrase. Elle s'appelle Madame Clarisse, etc. Quand ils vont pouvoir me réaliser cette phrase, je serai fière et je serai contente. Je me serai dit, ça y est, c'est bon, c'est acquis, ils savent qui est qui. Et c'est vraiment la finalité, en fait. Ça me ferait plaisir qu'ils réussissent ça, quoi. Show yourself, take only what you need from it. A family of trees wanted to be haunted. C'est vraiment une super idée de les faire rencontrer des personnes qui travaillent au sein de cet établissement. Eh bien oui, puis tu sais, en plus de ça, certains enfants étaient en CLIS, dans les classes justement inclusion scolaire, qui se trouvent dans les écoles primaires. Et là, du côté de Koné, c'était donc à Théhari. Et donc, si tu veux, c'est bien de les voir cette année, au collège, puisque lorsque l'âge est atteint, l'enfant en situation de handicap peut poursuivre justement sa scolarisation, sa scolarité, pardon. Alors il faut savoir que l'âge requis de ces élèves, est de 12 à 16 ans. Okay. Et puis grâce, si tu veux, à cette poursuite de la scolarité au collège, l'enfant il le consolide, si tu veux, les bases qu'il a donc acquises en primaire. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que nous-mêmes on l'avait annoncé justement dans l'émission La
quotidienne que ce projet allait se faire. Et donc, c'est aussi une satisfaction de voir que le projet s'est concrétisé, hein, cette ouverture justement au collège d'un dispositif Ulysse. Bah oui, ça fait plaisir. Alors, je sais qu'il y a également la possibilité pour certains de ces élèves de suivre des cours dans des classes dites normales, en milieu ordinaire. Exactement, c'est bien vrai. Alors, certains élèves justement qui en ont la capacité, hein, qui ont donc voilà, les possibilités, hein, eh ben, ils peuvent effectivement suivre des cours donc auprès et donc côtoyer du coup des élèves qui sont donc ben, voilà, scolarisés toute l'année dans un cursus dit normal, hein. Et donc ça se passe donc en SECPA, hein, qui est donc une section d'enseignement un petit peu spécifique, hein. Et donc Brenda Tournier, donc qui est donc la responsable de ce dispositif que l'on a vu dans le reportage, me disait que 2 élèves en fait chez elle ont donc un emploi du temps adapté. Alors qu'est-ce qu'ils suivent comme cours justement? Alors au niveau des cours, hein, justement, ça se passe donc plusieurs fois par semaine, hein. Il y en a un qui va suivre des cours de maths, de français, de sciences, hein, au niveau donc 6e, et puis il y en a un autre qui lui se rend donc en atelier mécanique et en atelier soudure, et donc là il acquiert, si tu veux, des connaissances de niveau 3e. Comme ça il découvre, tu vois, un autre univers, et puis ils sont de nouveaux copains tout simplement. D'accord. Et combien de temps ils restent scolarisés en Ulysse? Alors normalement, la scolarisation dure 4 ans, hein. Il faut savoir qu'aussi pendant cette durée-là, ils doivent bénéficier d'un suivi en fait, hein, médical ou éducatif, hein. D'accord. Et après ils iront où? Alors, il y a une possibilité, effectivement, de poursuivre sa scolarisation, hein, lorsqu'on en a encore l'âge. Donc, ils peuvent entrer en Ulysse professionnel. Hein, donc, Ulysse, on rappelle hein, ce que signifie ce sigle. Hein. Il s'agit donc de l'unité donc localisée pour l'inclusion scolaire. Hein. Et donc, si tu veux, grâce à cette poursuite d'études, ils peuvent continuer à approfondir leur fameux projet professionnel. Voilà, donc ça, c'est aussi une bonne chose. Ouais. Alors, à ce jour, combien y a-t-il d'enfants en situation de handicap scolarisés en secondaire? Alors, si tu veux, je n'ai que les chiffres de 2014. Hein, donc, ce que je peux te dire, en tout cas, c'est que l'an dernier, il y avait donc 166 enfants qui étaient donc scolarisés hein, dans les établissements donc, publics, hein, donc dans le dispositif qui nous concerne aujourd'hui, donc en Ulysse. Alors, du côté du Nord, il y en avait 34. Du côté du Sud, il y en avait 80. Aux îles, il y en avait 15. Du côté donc des Ulysse professionnels, il y en avait 24. Et puis, dans le privé, il y a également donc, des scolarisations qui sont donc proposées. Et là, il y avait donc 13 enfants. D'accord. Et où est-ce que les familles peuvent se renseigner, justement? Alors, pour tout renseignement, justement, hein, concernant la reconnaissance du handicap, voilà, par cette fameuse commission, hein, la CEJH, donc, il faut effectivement donc, se rendre à l'immeuble Galéria, hein, qui se trouve donc au centre-ville à Nouméa. Alors, il faut savoir, justement, que les rendez-vous ne se font que le matin. Donc, notez bien les horaires, les voici. Il faut donc s'y rendre de 7h30 à 11h30 pour avoir tous les renseignements dont vous avez besoin. Donc, ça, c'est important, c'est uniquement le matin. Et puis ensuite, pour tout ce qui concerne les inscriptions donc, en établissement scolaire, il faut donc s'adresser directement au principal du collège, hein, donc passer un petit coup de fil en début d'année pour savoir tout d'abord si dans son établissement, il existe un dispositif Ulysse et ensuite connaître les modalités d'inscription. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Avec grand plaisir, Chloé. À bientôt. Au revoir. Et nous, on passe au fin bon, c'est tout de suite. Falaï, on te retrouve pour le fin bon. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va parler du poulet. Bon, le poulet, c'est un aliment que l'on retrouve au quotidien dans nos assiettes. Le poulet, c'est une viande blanche et ainsi, c'est la moins riche en matières grasses. Elle ne contient pas de glucides et de manière générale, c'est une excellente source de protéines puisqu'elle renferme les 9 acides aminés essentiels à l'organisme. Ah bon, d'accord. Alors, moi, je sais que je suis une grosse mangeuse de poulet et je ne pensais pas que ça apporter autant de bonnes choses à mon corps. Oui, mais de toute façon, on ne se renseigne pas forcément sur ce que nous apportent les aliments que l'on consomme. Et on a tort. Oui, c'est clair. Alors, est-ce que tu sais que c'est seulement à la fin du XXe siècle que l'on commence à consommer de plus en plus de poulet. Et comme au niveau nutritionnel, cette viande recèle énormément de bienfaits pour notre organisme, c'est pour cela qu'on la retrouve souvent dans nos assiettes. C'est vrai. Il paraît même que la consommation de poulet dépasse
largement la consommation de bœuf. Oui, c'est tout à fait ça, C'est Chloé. Donc, puisqu'on est dans la rubrique fin bon, je te propose que l'on parle un peu de quelques recettes autour du poulet. D'accord, alors on t'écoute, vas-y, dis-nous tout. Bon. Eh bien, on a le fameux poulet à la crème, bien sûr. On peut aussi le préparer avec du citron ou préparer une sauce à base de curry ou encore de soyo et bien d'autres encore. On utilise aussi le poulet dans la préparation des nems, des samoussas et si on aime la viande cuite au barbecue, on peut très bien réaliser des brochettes de poulet, un plat facile et rapide à préparer. D'accord. Donc, en parlant de ça, je te propose de voir tout de suite un reportage de Mara Lourde qui a rencontré pour nous le cuisinier Martin Mandésert qui nous dévoile comment préparer de délicieuses brochettes de poulet panées ou marinées. Bonjour et bienvenue à vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de brochettes de poulet. Nous allons réaliser 2 types de brochettes. Pour ceci, nous aurons besoin d'un blanc de poulet. Nous allons faire une marinade avec une brochette de poulet qui sera composée de vin rouge, de laurier, de thym, d'un oignon rouge, d'une échalote et d'un ail. Pour la deuxième brochette, nous allons réaliser une chapelure grâce avec un peu de chapelure de pain, un peu de noix mixée et du curry. Pour ceci, j'aurai besoin évidemment de sel et de poivre et nous allons ajouter une petite sauce qui sera composée de cream cheese, de tomates confites et de piment doux. Donc nous allons commencer par réaliser nos brochettes de poulet. Je prends mon blanc de volaille que je coupe en 2, puis je détaille des morceaux de taille régulière afin de réaliser mes brochettes. Pour mes brochettes, j'ai besoin de pics à brochettes en bois qu'on peut trouver dans le commerce. Et là, je plante mon poulet tout simplement dedans. Et voilà, mes brochettes de poulet sont réalisées. Donc nous allons commencer par la brochette de poulet pané. Donc nous avons besoin de chapelure, de noix mixée et de curry. Dans mon récipient, je mélange la chapelure de pain, la noix mixée, le curry. Je rajoute un petit peu de sel et de poivre. Et je peux paner directement mon poulet dans cette chapelure. Et voilà, mon poulet pané est prêt. Donc nous allons passer à la deuxième brochette. Pour ceci, nous allons réaliser une marinade avec le vin rouge que je verse dans un petit bac. Je vais rajouter quelques feuilles de laurier, quelques branches de thym. Pour la gousse d'ail, je la coupe tout simplement en 2, puis je vais la laisser mariner dans le vin rouge. Par contre, je vais éplucher l'échalote et l'oignon rouge. Voilà, l'échalote est épluchée. La même chose avec l'oignon rouge. Donc pour le taillage de l'oignon rouge et de l'échalote, je les coupe tout simplement en 2. Puis je les émince. Une fois tout ceci émincé, je peux les rajouter dans ma marinade. Puis je vais insérer mon poulet dedans. Et cette marinade, je peux la laisser 24 heures au frigo. Et maintenant, nous allons passer à la cuisson des brochettes. Donc nous allons opter pour une cuisson à la friteuse pour ces 2 brochettes. Et pour ceci, j'aurai besoin d'un petit récipient avec un papier absorbant pour les égoutter une fois cuites. Donc chez vous à la maison, vous pouvez utiliser une poêle évidemment, puisque nous avons opté pour une cuisson à la friteuse. Notre friteuse est chaude. Nous allons cuire la première brochette panée. Puis la deuxième brochette marinée au vin rouge. Nous allons cuire les brochettes environ 2-3 minutes.
Pour vérifier que vos brochettes sont bien cuites, vous pouvez voir là la petite coloration brune, surtout de la brochette marinée. Voilà, nos brochettes sont cuites, nous allons pouvoir les égoutter. Maintenant, nous allons passer au dressage. Donc nous allons réaliser la sauce qui va accompagner nos brochettes. Pour ceci, j'ai besoin d'émincer quelques tomates confites que je vais ajouter dans mon récipient avec la cream cheese. Et je vais ajouter un petit peu de piment doux. Je vais mélanger ma sauce. Et voilà, elle est prête. Maintenant, nous allons réaliser le dressage de nos brochettes. Je vais mettre la sauce dans un petit ramequin. Exceptionnellement, aujourd'hui, pour le dressage de l'assiette, j'ai réalisé un petit mélange de crudités afin de poser mes brochettes dessus. Comme ceci. Et voilà, mes brochettes de poulet sont prêtes. Ça a l'air vraiment d'être délicieux cette recette en plus. Alors je trouve que c'est une recette qui est rapide, qui est facile à faire, donc à retenir si jamais on a des invités de dernière minute qui débarquent à la maison. On ne sait jamais. Oui, tout à fait, Chloé. Alors, on va voir quelques petits chiffres. Selon le site Planétoscope, qui est le premier site mondial de statistiques en temps réel, un adulte dans le monde consommerait pas moins de 12 kilos de poulet par année, ce qui représenterait un total d'environ 100 millions de tonnes de viande de volaille, donc de poulet, de dinde, de canard, etc., consommées par année. Waouh, ouais, c'est énorme. Alors là, avec des chiffres comme ça, est-ce que la volaille est une des viandes les plus consommées au monde? En tout cas, elle arrive en bonne position, car la volaille serait la deuxième viande la plus consommée au monde. D'accord. Et est-ce qu'on sait quels sont les pays qui produisent justement la volaille? Rien d'étonnant, les États-Unis, le Brésil et la Chine sont les plus grands producteurs de poulet et de volaille. D'accord. Et ici, au pays, parce qu'ici, on consomme pas mal de poulet quand même. Est-ce qu'on sait si on a besoin d'importer beaucoup de poulet ici, justement? Alors, on a des chiffres. Alors, c'est selon la Chambre d'agriculture. En 2012, les importations de poulet ont représenté un peu plus d'1,90 milliard de francs. Et donc, ça équivaut à 9 000 tonnes. D'accord, c'est énorme. Alors côté commercialisation, mais toujours en 2012, la filière avicole, c'est le terme que l'on utilise pour la filière de production de volaille, a commercialisé un peu plus de 790 tonnes de poules, de poulets, de coquelets et chapons pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 590 millions de francs. D'accord, donc là tu parles pour ici, le pays. Pour le pays. Ok, et dans le monde, est-ce que tu as des chiffres sur la production avicole? Oui, alors toujours selon le site Planétoscope, en 2007, la production mondiale de poulet et volaille était estimée par la FAO, Food Agriculture Organization, à un peu plus de 83 millions de tonnes de poulet. D'accord, on notera super accent anglais. Alors, est-ce que tu aurais justement des conseils à donner à nos téléspectateurs pour leurs futures recettes à base de poulet? Alors, eh bien, je n'ai qu'un seul conseil à donner. Quand le cuisine en sauce, en samoussa ou en bami, il faut préférer le poulet fermier au poulet du pays, puisque le poulet est plus goûteux et a plus de saveur lorsqu'il est frais. Bien dit, je suis tout à fait d'accord. Le poulet fermier, poulet du pays, priorité, plutôt que les poulets congelés ou les poulets, on ne sait pas trop d'où ils viennent et à quoi ils ont été gavés ou quoi, qui sont produits en masse et industriellement. Merci beaucoup Falaï, on te retrouve très bientôt dès demain pour l'agenda. Mais de rien Chloé, et puis à demain. Quant à nous, on rejoint tout de suite Anna. On s'occupe de vous, c'est maintenant. Bonjour Anna, aujourd'hui nous parlons habitat social dans ta rubrique, puisque tu vas nous présenter ce que fait le Fonds social de l'habitat, le FSH, dans ce domaine.
Salut Chloé, salut à tous. Pourquoi parler logement? Eh bien, tout simplement parce que se loger, ça reste quand même l'une des principales préoccupations des individus partout dans le monde. Qu'on se trouve à Paris, à New York ou à Nouméa, eh bien, c'est toujours la même problématique. On cherche toujours à se loger. Puis voilà, c'est un vrai problème. C'est difficile, c'est dur. Et puis, eh bien... chacun s'organise comme il peut. Par exemple, il y a eu le système de colocation qui a été mis en place et qui est de plus en plus répandu. Plus de personnes sont attirées par la colocation parce que ça permet déjà de réduire le prix du loyer et puis toutes les autres dépenses qui en découlent, toutes les autres charges. Donc, du coup, tout est multiplié par 2 ou 3, suivant le nombre qu'on est dans divisé, diviser toutes ces dépenses, suivant le nombre de personnes qui sont dans cette coloc. Parce que, comme on le disait, se loger, ça coûte cher. Qu'on soit locataire ou propriétaire, c'est pareil, c'est cher. Et puis, heureusement qu'il y a des moyens qui ont été mis en place pour justement aider à accéder à la propriété. Il y a des aides à la construction, il y a aussi des aides au logement pour tous les petits revenus. Et en Nouvelle-Calédonie aussi, il y a des aides qui ont été mises en place pour aider justement tout le monde à pouvoir se loger. Et puis on va parler de ce que fait justement le FSH, qui est là aussi pour ça, pour aider tout le monde à accéder à un logement, que ce soit en locataire ou en propriétaire. D'accord. Alors depuis quand est-ce que ça existe le FSH ? Alors ça remonte quand même assez loin, puisque le FSH, il a été créé le 17 décembre 1964. Donc, ça fait quand même un bail, comme on dit. Et c'était à l'initiative des organisations syndicales et de la fédération patronale. D'accord, donc effectivement, oui, ça date pas d'hier. En tout cas, une bonne initiative, comme on le sait. Et puis donc, se loger coûte cher, mais heureusement, il existe différentes aides proposées par les institutions qui permettent de faire de vraies économies. Oui, et puis pour exemple, Chloé, il faut savoir qu'en 2012, il y a eu plus de 5700 aides qui ont été accordées par les différents organismes du pays. Et c'était sur un total de 7000 demandes quand même. Ah oui, d'accord. Oui. On rappelle aussi que l'aide au logement, c'est un soutien financier donc, pour les personnes locataires de leur habitation principale et qui remplissent certaines conditions de ressources. Et puis moi, je précise que... cette aide, elle porte aussi bien sur le loyer que sur la caution lors de l'entrée, parce que habituellement, on demande une caution lors d'une entrée dans un logement. Donc, l'aide au logement permet non seulement de soulager un peu les porte-monnaies, on va dire, des foyers pour le loyer, mais aussi pour cette fameuse caution. Et puis, elle peut porter sur les charges en fonction des revenus du foyer. D'accord. Alors, c'est une aide qui est financée par qui exactement? Alors, cette aide, elle est financée par la Nouvelle-Calédonie, premièrement, aussi par les 3 provinces et par le FSH. Mais bon, pour en savoir plus sur ce que fait le FSH, justement, quel type de logements sont proposés à qui, et proposer qui peut faire une demande, qui peut prétendre à un logement par le FSH et comment. Enfin, toutes les questions que les Calédoniens se posent, eh bien, moi, je te propose, et à vous aussi, de regarder ce reportage d'Océane Zobler. Je coordonne l'ensemble de nos activités, gestion locative, construction, aménagement, aide au logement. En province Nord, et comme le FSH sert surtout les salariés, on est soit sur la zone VKP, soit sur les centres de mines. C'est vraiment nos principaux objectifs pour accompagner les salariés. Donc on travaille aujourd'hui sur la zone VKP. On discute depuis maintenant pas mal de temps avec la commune de Koumak pour faire des projets. Et là, on est en train d'aboutir avec la commune de Poya pour un lotissement sur la zone de Népouy. Aujourd'hui, je suis venu visiter mon futur appartement pour voir déjà à quoi ça ressemble.
et voir à peu près comment ça marche, où est-ce qu'on pourrait placer nos futures machines par exemple, ou voir les éclairages à l'intérieur de l'appartement. La cuisine. D'accord. Avec l'évier et placard équipé, la bouteille de gaz, la gazinière, le coin séjour télé. C'est assez grand. La première difficulté déjà, c'est que je ne suis pas de la côte ouest. Je suis originaire de la côte est et je suis venu uniquement pour le travail. Donc pour pouvoir trouver un logement, nous qui ne sommes pas d'ici, c'est plutôt prioritaire pour les gens qui sont de la côte ouest. Et nous, c'est très dur pour nous quand on arrive pour travailler, de trouver un logement. Et là, on est à l'étage sur les 2 chambres, parce que c'est un F3. D'accord. Première chambre. Nous travaillons en collaboration avec la Province Nord. On a à peu près 3 fois par an un comité de pilotage. Et justement, là, la province a pu quantifier depuis l'année dernière précisément les besoins, ce qui nous permet, nous aussi, de commencer à étoffer nos capacités de réponse. Il faut savoir que ces dernières années, on n'était pas tout à fait sûr de la demande, notamment de la demande locative en Province Nord. Aujourd'hui, on la cerne beaucoup mieux et ça nous permet de commencer à travailler sur des programmes pour répondre à la demande. Les gens qui habitent en Province Nord peuvent s'adresser soit au FSH, on a des bureaux à Koné où on reçoit tous les jours les demandeurs, soit le service Habitat de la Province Nord qui elle aussi recense les demandes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a une demande qui est recensée et existante. Et puis on a des fonciers, donc on essaye de mettre face à face nos capacités de production face à la demande de nos ayants droit. La maintenance, c'est quelqu'un qui vient en particulier La maintenance des chauffe-eau, les panneaux, c'est à la charge du FSH. Ah d'accord. Donc normalement, on n'a pas à intervenir nous-mêmes. Vous n'avez pas monté sur le toit en principe. Depuis 2011, j'ai fait les premières démarches. Bon, pas que avec le FSH, mais j'ai dû aller voir plusieurs organismes pour essayer de trouver n'importe quel appartement. Et voilà, le FSH a répondu les premiers. Donc. Pour être locataire au Fonds social de l'habitat, il faut être salarié du secteur privé, donc il faut être donc cotisant du 2% du FSH. Il faut déposer une candidature et en fonction des revenus et du nombre de personnes dans la famille, on a plus ou moins de chances d'avoir un logement plus ou moins rapidement. Donc voilà, il est à 0 en principe, voilà. On vient de terminer un lotissement d'une 50aine de clés sur la sortie de Point-Bout, lotissement Val-Nindia, et on va démarrer très prochainement un gros lotissement, là encore à la sortie de Point-Bout, qui va s'appeler Ouépoué, et sur lequel on espère faire à peu près 200 clés, ce qui en fait un gros lotissement. Ce que nous faisons surtout en Province Nord, c'est de l'accession à la propriété. Donc là, ce qu'on va surtout construire, c'est du lot nu pour l'accession à la propriété. Ceci étant, comme il y a un petit peu de demande locative, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions qu'en Province Sud. On se garde quelques terrains pour faire des petites résidences à taille humaine, mais principalement du lot nu en accession à la propriété. Nos procédés de construction sont absolument les mêmes que n'importe quelle autre construction. Aujourd'hui, on a tendance à favoriser la construction dite traditionnelle. Demain, on peut peut-être évoluer vers un petit peu plus de matériaux légers comme le bois, mais pour l'instant, on pense que les demandeurs favorisent plutôt la construction dite traditionnelle. On est très attentif à ce qui est isolation thermique, pompe à chaleur, surtout chauffe-eau solaire. Donc aujourd'hui, on amène tout ce qu'on peut attendre d'une maison classique et bien construite.
Les budgets qu'on prévoit pour nos opérations sont en fait dépendants des opérations elles-mêmes. Donc on ne se dit pas, tiens, je vais investir 10 milliards dans le Nord. On regarde quel est le potentiel de la demande, on regarde quel foncier on a ou quel foncier on est susceptible d'acheter, et en fonction de ça, on monte des programmes. Donc là, aujourd'hui, par exemple, le programme Wepwe de 200 lots, on estime que c'est un budget qui tournera autour de 2,5 milliards. Mais on ne se dit pas, tiens, j'ai 2,5 milliards à investir, je vais chercher un programme. C'est pas notre raisonnement, c'est plus en fonction de la demande, on monte des programmes et on les valorise. Les demandes pour le Nord sont nombreuses, notamment parce que nous avons actuellement beaucoup de projets structurants qui sont en train de se faire. L'hôpital, le centre pénitentiaire, le lycée général de Pointe-Boute. Et donc on a un afflux relativement important de personnes, en plus, sans parler de la fermeture de la base vie de KNS. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à construire et il va y avoir un décalage de 2-3 ans entre l'expression du besoin et la satisfaction de la demande. Les autorisations administratives, la négociation avec les collectivités. Les communes ont certaines demandes qui peuvent être variables suivant l'endroit où est situé le terrain dans la commune. La province Nord a bien évidemment son mot à dire. Tout ça, ça prend énormément de temps. Ensuite, il y a tout ce qui est définition foncière, cadastre qui prend un temps incroyable. Donc aujourd'hui, quand on travaille sur des gros aménagements, ça peut prendre entre 5 et 10 ans. La théorie, c'est premier arrivé, premier servi, donc on travaille sur l'historique de nos listes d'attente, sachant qu'ensuite, bien évidemment, on ne va pas attribuer un F4 à une personne seule et qu'on ne va pas donner un F2 à une grande famille. Donc en fonction de ce qui est construit des typologies, on a différentes listes d'attente et c'est attribué au fur et à mesure. C'est un soulagement pour moi et ma famille, c'est surtout une façon d'être plus autonome, on va dire, et plus responsable. On est jeune et puis la jeunesse, on a besoin de sortir, de partir de chez nos parents, arriver à un certain stade de la vie. Donc voilà, c'est un grand pas déjà pour moi et ma petite famille d'avoir, par le biais du FSH, un appartement tel que celui-ci. Et c'est déjà une grande satisfaction de l'avoir eu déjà par rapport à certaines personnes qui n'ont pas encore l'opportunité d'avoir encore leur appartement. La production de logements en province Nord va littéralement exploser. On avait une petite production qui était surtout basée sur l'accession à la propriété. Là, on va avoir une grosse production basée sur l'accession à la propriété à laquelle on va amener du logement locatif pour répondre à l'ensemble des demandes qui sont aujourd'hui exprimées et qui sont nombreuses en province Nord. Voilà, alors est-ce que, Anna, tu as des infos pratiques à transmettre aux téléspectateurs ? Oui, Chloé, j'en ai pas mal à transmettre. Alors, prenez vos calepins et vos stylos parce que j'aurai plusieurs numéros à vous transmettre. Alors, on va commencer d'abord par faire un petit rappel pour tout ce qui est location à caractère social. Alors, si on veut en bénéficier, il y a des critères, évidemment, à respecter. Oui. Alors, il faut déjà avoir des ressources régulières, que ce soit un salaire, pension ou une rente. Il faut être dans une situation d'hébergement précaire pour pouvoir justement faire une demande à un logement social. Ensuite, il faut avoir un taux d'endettement qui, couplé au loyer, n'excède pas 30% des revenus. Et puis, dans certains cas exceptionnels, il faut avoir un membre de la famille qui puisse, au pire, se porter garant pour pouvoir ensuite payer le loyer si la personne ne peut pas assurer. Alors, pour là, il faut s'adresser à un organisme qui est référent et qui est, en l'occurrence, la SIC, la Société immobilière calédonienne. Ensuite, pour accéder à la propriété, alors là, si la personne cotise à la CAFAT, donc elle peut prendre contact directement avec le FSH. Alors, le numéro est le 26 60 00, le numéro du FSH. Et puis, en province sud, alors pour les personnes qui sont en province sud et qui possèdent un terrain, eh bien, vous pouvez contacter la direction de l'habitat social, la DHS, pour avoir plus d'informations. Et c'est le 28 58 88. Et ensuite, il y a un autre numéro qu'on peut contacter pour se renseigner. Alors, c'est
le Centre d'information du logement, le CIL, qu'on peut contacter au 24 06 99. Et puis, pour les personnes toujours qui sont en province sud, il y a une association qui fait aussi du logement social qui s'appelle l'association Maramouin, donc qui est basée, qui touche les régions de Lafouai, Yaté, Bouraï, Moindou, Thio, Kanala, Saramea. Voilà un peu pour ces zones-là. Et donc, cette association, Maramouin, vous pouvez la contacter au 44 52 90 ou au 44 50 70. Et puis, toujours pour les personnes de la province sud, vous pouvez aussi contacter la direction de l'équipement. Alors, le numéro est le 27 28 11. Voilà un peu pour tout ce qui concerne la province sud au niveau logement habitable. D'accord, je vais t'aider un petit peu pour la suite. En province nord, donc le plan Jorédier, il a pour objectif donc la construction de 100 à 150 maisons par an. Donc en zone tribale, pour des ménages aux revenus mensuels compris entre 0 et 210 000 francs par mois. Et puis aussi en zone hors tribu, donc ça concerne les ménages aux revenus compris entre 70 000 et 210 000 francs par mois. Donc si vous êtes intéressé par le plan Jorédier, vous pouvez contacter donc l'ACECAL au 26 60 00. Et puis, il y a également l'association TEASOA qui gère les opérations de construction et d'autoconstruction avec le concours donc, de la direction de l'aménagement provincial ou de la DEPAS. Et puis, si vous êtes en province des îles, à ce moment-là, il faut contacter la cellule Habitat de la Sodile qui se trouve donc à Ouéalifou. Et le numéro de téléphone, c'est le 45 17 90. Voilà pour les infos pratiques. Anna, on te dit à demain et puis on se retrouve pour une nouvelle rubrique. On s'occupe de vous. Merci Chloé pour le petit coup de main, ça m'a bien soulagée. Puis à demain et à demain à vous aussi. Quant à nous, c'est la fin de cette émission. On se dit au revoir. À demain.